Dans la première partie de cette conférence, nous avons pu faire un panorama des sources, disons, classiques qu'utilise un généalogiste, mais l'information peut se cacher partout en fait, et j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques exemples de ces sources auxquelles on ne pense pas forcément quand on se lance dans une recherche généalogique. Alors, en dehors des sources dont nous venons de parler, nous utilisons aussi des possibilités pour les agents qui aient reçu une décoration. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Il y a la première en France, la Légion d'honneur, pour lequel il y a des dossiers à trouver au niveau donc, des archives nationales et du secrétariat de la Légion d'honneur. On a les médailles militaires, les croix de guerre, la médaille des évadés, la médaille interalliée, la médaille... Et tout ça, ça laisse des traces. Il faut donc essayer de retrouver les gens qui ont été ainsi médaillés. On a les décorations coloniales, Louis Sam Alaoui, le Nicham Niktifar, ça c'est pareil, il faut retrouver des sources qui sont toujours très disparates. On a les décorations civiles françaises, telles que le mérite agricole, là on a des sources, les palmes académiques, les officiers d'instruction publique, les médailles de la prévoyance sociale, la médaille de l'enseignement technique, et j'en passe, et systématiquement là, dans chaque médaille, il y a des sources à retrouver, mais qui sont toujours partielles. Pour ce qui nous intéresse beaucoup au niveau du chemin de fer, c'est les médailles d'honneur, départementales à l'origine, aux ouvriers et employés ayant plus de 30 années consécutives dans le même établissement industriel et commercial. Ce sont des listes qui paraissent généralement, très souvent, le plus souvent, tous les mois ou tous les 2 mois, mais dans lesquels il faut trier. Et vous avez 40, 50, 60 pages parues au journal officiel pour lequel il faut que vous retrouviez la personne qui a été récipiendaire de ces décorations. Cette médaille d'honneur départementale s'est transformée en médaille d'honneur des chemins de fer en 1913 et les premiers éléments ont été distribués après la guerre en 1919. C'est l'origine également de la médaille d'honneur du travail, c'est le même ruban. Et également les médailles d'association des cheminots, puisque le chemin de fer est très souvent des milieux associatifs. Et donc pour remercier les bénévoles, on distribuait des médailles et il en reste des traces. On prend des exemples, je vais vous présenter un exemple, donc ça c'est les oui. On va vous représenter des exemples, en particulier celle de la Légion d'honneur, où sur cette feuille vous allez voir les fiches matricules et ainsi que le courrier qu'il peut y avoir. Bon, la plupart des légions d'honneur, enfin les dossiers Légion d'honneur sont accessibles, d'autres sont sujets à dérogation. Et puis les légions d'honneur récentes, les dossiers ne sont pas pour le moment accessibles. Voilà une médaille d'honneur du chemin de fer. Elle a été délivrée en général à 30 ans, 31, 32 ans. Ce qui permet de savoir que la personne qui a reçu cette médaille d'honneur, qui l'a reçue en 1933, avait au moins 30 ans de chemin de fer. Donc il faut rechercher une embauche aux alentours de 1900. Il y avait au moins 20 ans quand il est rentré au chemin de fer, grosso modo. Donc il faut le rechercher une naissance vers 1880. Ça donne des pistes pour essayer de retrouver les origines de ces... Et retrouver au niveau des familles les diplômes d'honneur qui étaient distribués à ce moment-là. Ces listes sont publiées au journal officiel. À vous de retrouver, département par département, c'est pour ça qu'il est intéressant de savoir la localisation, le nom, le prénom, et puis après le grade. Et avec ça, vous avez quelques informations. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire du dépouillement systématique du journal officiel, ce que nous faisons, nous, déjà, depuis fort longtemps. Et ce qui donne une base, chez nous, au Cercle généalogique chez nous, des distinctions dans lesquelles on retrouve des noms et on complète en croisant nos informations avec d'autres sources. Je parlais des médailles associatives. Je vous présente là des médailles associatives de La Fraternelle, qui est une très grosse association de secours mutuel, et qui existe toujours, sous une autre forme, mais existe toujours. Vous avez de l'autre côté la médaille
donc de remerciements pour les cheminots catholiques. Hein, on appelait aussi cette médaille la médaille des jaunes, parce que les gens qui faisaient partie donc, de cette association étaient systématiquement contre les grèves, d'où le surnom la médaille des jaunes. Et puis vous avez une médaille particulière, c'est celle en Alsace-Lorraine des 25 ans, et que les agents portaient sur leur poche de gauche sur l'uniforme. Alors vous le voyez, c'est très, très prussien comme médaille. Il y a une source un peu plus classique à laquelle on ne pense pas forcément pour la généalogie, c'est la presse. Et il y a de quoi faire, il y a la presse locale, la presse régionale, nationale, spécialisée. Il y a des milliers de titres qui sont référencés, et notamment sur ce bel outil qu'est Gallica, le portail numérique de la Bibliothèque nationale. Est-ce que ce sont des choses que vous utilisez, vous? Alors, Gallica, ça fait un bon moment qu'on l'utilise. On a été faire une conférence à Gallica, et les gens étaient un peu étonnés de ce que nous avions comme renseignement à partir de leur portail. En nous disant, je vois pas ce qu'on va vous apprendre, parce que vous vous débrouillez drôlement bien donc, dans la navigation de cet outil. Effectivement, donc le premier usage, nous, c'est le journal officiel. Et puis après, là, c'est tous les journaux locaux. Et donc là, vous allez avoir une suite de journaux dans lesquels nous avons pioché des informations très diverses depuis avant 14 ou même jusqu'en 1945. Des sources les plus diverses, alors je prends des accidents, mais on peut avoir des mariages, on peut avoir des remises de médailles, et aussi des nominations. La nomination des chefs de gare dans un petit pays passe systématiquement dans le journal local. La nomination du chef de district ou chef de section, etc., est aussi susceptible d'être mise en exergue donc, dans ces journaux. Vous avez des listes des victimes d'accidents de chemin de fer, qui est toujours sujette à caution, parce qu'il y a une précipitation dans la publication des noms, dans l'orthographe et la réalité de l'accident. Mais c'est une source. Donc vous allez avoir là, différents journaux sur lesquels nous avons déjà travaillé. Pour la généalogie d'entreprise, on se tourne aussi volontiers vers d'autres sources comme les agendas ministériels ou encore les archives de l'INPI. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Oui. Tout organisme ministériel édite ses agendas. Le tout, c'est de les retrouver, car l'agenda de l'année N met à la poubelle systématiquement l'agenda de l'année N-1. Donc nous sommes toujours à la recherche de ces documents qui se passent sur champ, mais c'est bon, de ce format-là, qui est un annuaire d'adresse du ministère. Donc là, j'ai pris l'adresse qui m'intéresse, et les travaux publics, vous en doutez, et dans lequel j'ouvre une page et je suis sur Union des voies ferrées d'intérêt local et des transports publics automobiles de France, Comité des tramways, Comité des chemins de fer, chemin de fer de l'Est, chemin, etc., avec des informations concernant ces compagnies. Alors là, vous trouvez uniquement que les cadres dirigeants et les cadres régionaux. Mais c'est les sources. C'est les sources. Il existe également un annuaire qu'on appelle le Marshall. Ça se fait sur un document qui a à peu près les tailles d'un petit Robert et qui est édité tous les ans. Et là, c'est pareil. Systématiquement, quand il y en avait un qui était édité, l'autre il passait à la poubelle. Et que trouve-t-on dans ce Marshall? Alors, bien des choses. C'est une source pour les chemins de fer. C'est-à-dire que vous avez d'abord l'organisation économique. Vous avez l'organisation administrative. Et après, vous avez l'organisation nominative des principaux cadres de la compagnie. Aussi bien du service de l'exploitation, du service matériel et traction, du service voies et bâtiments, que des services centraux. Ça, pour non seulement les grandes compagnies, mais de toutes les petites compagnies secondaires qu'il y avait en France à cette époque-là, et des compagnies de tramway. Vous avez également des informations concernant les compagnies de chemin de fer inféodées à la France dans le monde entier. En particulier les chemins de fer dont on a parlé tout à l'heure, les chemins de fer d'outre-mer. Donc c'est une source intéressante d'informations
économique, politique et nominative aussi. Mais là aussi, c'est pas indexé nominativement. Donc il faut savoir ce que vous allez rechercher pour trouver quelqu'un. Ça, c'est pas à faire. Je me suis trompé. Et bien, passons à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui était avant rue de Saint-Pétersbourg, à Paris. C'était très agréable. Moi, j'aimais bien y aller parce que c'était dans une église. On avait les registres à disposition. Ces registres ont été transférés à Courbevoie, dans un nouveau bâtiment dit à énergie positive. Et il reprend, en fin de compte, les dépôts des brevets. Il faut rechercher tous les brevets qui sont, pour nous, en relation avec le chemin de fer. Donc c'était intéressant de dresser un peu la liste des agents qui, avec leur compagnie, déposaient les brevets, ou qui déposaient les brevets en solo. Comme son nom l'indique, le cercle généalogique des cheminots s'intéresse particulièrement au chemin de fer. Nous avons parlé tout à l'heure des archives de la SNCF, mais il ne faut pas oublier qu'avant la SNCF, il y avait déjà des chemins de fer en France, avec des compagnies dont le nom est devenu un peu mythique, le PLM, le PO, et d'autres compagnies. Et elles avaient des archives, certaines ont été conservées. Où peut-on les trouver? Eh bien, on en a parlé donc dans la première partie. Ces archives peuvent être déposées donc aux archives nationales à Paris qui sont montées donc à Roubaix. D'autres ont été déposées ou ont été collationnées par les archives, les ANOM à Aix-en-Provence, et d'autres sont restées au sein de la maison. Certaines sont restées donc dans des archives particulières des compagnies, et d'autres qui ont été archivées, je dirais, un petit peu partout. Donc dans des greniers, dans des caves, dans des souterrains, dans des chambres à mines d'ouvrages d'art, dans des culots de châteaux d'eau, etc. On en trouve un peu partout, et régulièrement, lorsqu'on fait des travaux, vu l'immense patrimoine que nous avons, on trouve toujours des choses. Récemment, on a trouvé, lors de la construction de la nouvelle gare du Nord, des documents qui étaient dans des caisses, et c'était les fichiers des gardes barrières de la compagnie du Nord. Donc on leur avait pris une copie et ils ont été remises aux archives de la SNCF. Et si on s'intéresse particulièrement au PLM, que trouve-t-on comme archive du PLM? Qu'a-t-on conservé? Toujours des dossiers épaves, donc il y a les dossiers économiques, hein, mais donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les dossiers du personnel. Comment rechercher donc des éléments? Eh bien, ces compagnies avaient déjà pris l'habitude d'avoir des journaux d'entreprise. Et donc, dans ces journaux d'entreprise, ils publiaient les nominations, ils publiaient les décorations, ils mettaient... Et voilà un exemple, le bulletin PLM, et il était édité tous les mois avec des informations concernant la vie des familles, etc. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est les pages roses qui sont à l'intérieur. Ça, c'est le bulletin PLM, il y a 2 séries, et c'est le plus... Il faut vous dire que la PLM était la plus grosse entreprise française de l'époque. Et qu'y a-t-il dans ces pages roses, alors? Eh bien, il y a les promotions, les avancements en grade, les décorations reçues par les agents, il y a aussi la mise à jour de toute la réglementation du travail qui était demandée à faire aux agents. Vous avez reçu le rectificatif Tartampion pour telle information, c'est à vous de le rectifier, c'était indiqué dessus. Vous avez les citations à l'ordre du réseau, les mentions des actes méritoires, les belles carrières, les figures d'agents, ceux qui ont été décorés ou qui ont eu une heure de gloire à un certain moment dans le mois. Alors ça c'est pour le bulletin PLM. On a le même genre de document avec le PO qui est arrivé un peu plus tard, le PO, le Paris-Orléans, qui a fait également un journal qui s'appelait le PO illustré. Lorsque économiquement on a relié le PO avec le Midi, le document c'est devenu le PO Midi illustré, dans lequel on a également
les promotions, ceux qui sont à l'honneur, au péril de leur vie, le livre d'or du PO, etc., différents articles qui apparaissent régulièrement. Pour ce qui concerne le PO illustré et le PO illustré, nous avons fait l'indexation nominative entièrement, ce qui n'est pas le cas encore du PLM. Le PLM, ça fait quand même 15 ans qu'on est dessus, mais il y a plus de 70 numéros, et on doit en être au 40 ou 45e. C'est très long à faire, et c'est fastidieux, pour que nous comprenions. Et voilà. Le chemin de fer de l'État, voyant qu'il y avait une bonne communication par le PLM et le PO, ont édité, eux aussi, une revue, Notre réseau l'État. Beaucoup plus maigre comme information, toujours des promotions, toujours ceux qui sont à l'honneur, mais bien moins riche en informations concernant le personnel. Mais il faut le faire avec les documents qui nous sont dans les mains. Vous avez également une revue qui avait été éditée par les apprentis donc du Paris-Orléans et du PO Midi. Vous avez également une revue qui est la revue générale des chemins de fer, qui est une revue très technique, mais dans laquelle on trouve régulièrement des nécrologies des dirigeants de l'époque. Ça a été valable en gros jusqu'à 1938, la création de la SNCF. Donc notre réseau l'État, l'Alsace-Lorraine, l'AL, puisqu'il y a un document aussi pour les Alsaciens lorrains, le PO Midi et le PLM ont arrêté leur édition et on a regroupé les gens de la communication sous le terme de notre métier. Donc ça c'est la revue de communication de la SNCF. Notre métier est publié jusque dans les années 40, où elle était interdite de publication comme revue anti-allemande, après la publication d'un article sur les déportés du travail en 1914 à Lille. Et elle a été remplacée, donc une fois interdite, il fallait changer de titre, etc. Et c'est devenu la fiche technique de renseignement du personnel, qui a été interdite également, repris par d'autres petites revues de 4 pages. Hein. Et à la Libération, notre métier est reparu, et en 1951, notre métier, on a vu apparaître sur la couverture la vie du rail, et c'est l'origine de la vie du rail. C'est un nom qui parle à beaucoup de gens, la vie du rail. Est-ce que maintenant encore, il y a des informations dedans qui peuvent intéresser les généalogistes ? Recentrons-nous sur nos métiers, c'est ce qui nous a été dit donc dans les services, et la vie du rail a été vendue à un groupe de presse, lequel groupe de presse l'a revendue à un autre groupe de presse. Donc la vie du rail est un éditeur libre, il est libre de dire ce qu'il veut puisqu'il n'est plus inféodé à la SNCF. Ils n'ont plus accès non plus aux fichiers du personnel. Ils n'ont plus accès aux nominations. Donc c'est de l'information générale sur les chemins de fer, et il existe encore des correspondants locaux qui annoncent en général uniquement que les décès ou les retraites. C'est les seules informations qu'on peut avoir actuellement dans la vie du rail. Pour rester sur les compagnies d'avant 1938, quels autres documents peut-on utiliser dans une recherche généalogique ? Eh bien, nous avons des documents de service des compagnies, c'est-à-dire des documents purement administratifs. Et des documents qui peuvent encore exister. Car bon nombre de documents administratifs n'ont pas été conservés. Je prends par exemple quelque chose de bien particulier, c'est les registres de rapports des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. Dès le début du chemin de fer, le ministère des Travaux publics a dénommé un commissaire de surveillance administrative sur une zone géographique qui devait rapporter les faits et gestes des cheminots et de la compagnie au ministère. C'était le mouchard. Pas très bien vu, en fin de compte, par les cheminots. Et donc, on a dans ces rapports quotidiens, même plusieurs fois quotidiens, des activités, les activités commerciales de la compagnie, si la compagnie était en règle avec le cahier des charges, les accidents
des passagers et les grandes fraudes au transport. Ça, c'était essentiel. Et également, j'allais oublier, les accidents aux passages à niveau. Des gens pas très bien vus. J'en me souviens d'un rapport où ce surcommissaire disait qu'il avait du mal à avoir les numéros donc, des cheminots qui étaient le long des voies, parce qu'à sa vision, les gens se retournaient pour pas qu'ils puissent relever leur numéro de garde, etc. Autre fait un peu particulier en gare de l'Est, un chef de section fumait le cigare sur le tender d'une locomotive. C'est interdit de fumer en gare, donc il a eu un procès verbal. Il est passé au tribunal. Quelque temps plus tard, ce chef de section a dû refaire le bureau du commissaire de surveillance administrative. Il lui a mis un parquet en sapin. Et bien, le commissaire de surveillance administrative a fait un rapport avec une lettre de protestation au ministre parce qu'il devait avoir un parquet en chêne et non pas en sapin. Comme quoi, ça marchait bien entre les services déjà à cette époque-là. Bon, il y a les annuaires du personnel des anciennes compagnies qui étaient publiés. Ça, c'est pareil, ça passait à la poubelle. Il y avait les tableaux du personnel des services. Il y avait les tableaux d'aptitude du personnel pour les noter. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas, c'est nominatif, mais c'est classé par ordre de rentrée dans la compagnie, la date de naissance et la dernière promotion. Et par grade. Si vous ne connaissez pas la grade, si vous ne connaissez pas la date d'entrée, etc., vous allez passer un temps infini à tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages. Allez, on estime que le chemin de fer de l'État, il y avait 250 000 cheminots. Ça fait de jolis petits dictionnaires à compulser. C'est sûr, il est dedans, mais où? Autre chose également très intéressante, c'est le relevé des actes méritoires et des actes de probité et de vigilance. Ça, c'est un acte politique des compagnies pour démontrer que les cheminots n'avaient pas que les mains qui collent, c'est-à-dire que des voleurs. Et c'est tous les mois, on publiait, par compagnie, c'est à peu près 4 pages à 4 de noms, et avec ce que les gens avaient trouvé sur les voies, sur les comptoirs ou sur les quais. Mais ça allait du collier en diamant au portefeuille avec des nombres considérables d'actions, comme sur la pièce de 50 centimes. Et également les annuaires qui étaient publiés par les anciens réseaux. Donc vous allez avoir un certain nombre de documents qui vont être présentés. Le plus vieux qu'on puisse avoir dans les annuaires des personnels, c'est un document de 1877 concernant le service de la construction du PLM. Il se trouve que cet annuaire, on en a 17 exemplaires, répartis donc depuis 1877 à 1914. C'est-à-dire que pour le service de la construction du PLM, on est assez bien outillé pour voir l'évolution donc du personnel au sein de ce service. Mais ce n'est pas le cas de tous les autres services. On a des annuaires donc personnels commissionnés, essentiellement toujours, c'est comme curieux, plus particulièrement des services du voie et bâtiment, qui se départit totalement sur les autres services, mais qui ont laissé des traces. Voici le relevé des actes méritoires, donc destiné à quelqu'un qui a été remercié, un dénommé Émile Nittard. Il se trouve dans les pages donc, de ce document. Et donc ça, c'était remis par le chef direct de la personne pour lui dire merci d'avoir eu cet acte de probité ou de sauvetage, etc. Puisqu'il y a des actes très très différents les uns des autres. On a tous entendu parler de la grande famille des cheminots. C'est une véritable corporation qui s'est constituée avec de nombreuses activités sportives, intellectuelles et de tout autre genre. Et tout cela a laissé des traces, notamment à travers des annuaires, des associations et sans doute des archives, j'imagine. Oui, tout à fait, mais ces archives, elles ont tout à fait vicissitude des archives au niveau des associations et qui sont perdues. La guerre de 39-45 n'a pas facilité quand même la survie de ces papiers. Il faut bien vous dire qu'il y a eu des collectes de vieux papiers
pour alimenter le Trésor national. Et donc ça, c'est le genre de choses qui sont passées à la peine. Donc il y a un truc intéressant chez nous, au service de la voie, c'est ce qu'on appelait, nous, les légumiers sur le sud-est. C'était un document qui a été édité par l'Union des agents classés et de l'Association des chefs du district du service de la voie du PLM, qui tous les ans publiait les noms, prénoms, mois de naissance, année de naissance, année d'embauche et l'adresse administrative de l'agent. Ça, c'est une mine, car quand vous avez des annuaires les uns derrière les autres, ça permet de suivre les mutations de ces agents. Le problème, c'est qu'il faut quand même que ça soit indexé, et là encore, repris nominativement dans les bases de données pour pouvoir permettre un travail régulier de mémorisation. Cette association a fait modèle sur, pareil, pour toujours des chefs du district et des agents des bâtiments, pour le chemin de fer de l'État. On en a quelques exemplaires, mais eux n'avaient pas de légumiers, ils avaient un document qui publiait tous les mois. Intéressant parce que c'était en même temps, ils publiaient tous les ans les montants des salaires et des primes et des gratifications de l'année. Ce qui nous donne un petit peu une évolution économique de ces agents. Et ben, le Paris-Orléans a fait de même, avec toujours des chefs de district, où on a encore des documents. Alors il aurait existé une association des chefs de gare et des chefs de dépôt sur le PLM et sur le PO, mais nous n'avons aucun document les concernant. Nous savons que ça existe, mais nous n'avons aucune trace de ces activités. Et puis après, vous avez une flopée de mutuelles, de secours mutuels, de morticoles, c'est-à-dire d'associations qui aidaient les gens à faire les sépultures, et des sociétés de secours, de tout type, de tous bords. Et parfois, on a des documents des assemblées générales, des fois des petits opuscules, des membres et des adhérents, mais c'est très épars, mais c'est toujours des renseignements. Et on est toujours à la recherche de ce genre de trucs. On a aussi l'Union catholique du personnel des chemins de fer, qui éditait un annuaire régulièrement, et là aussi, on peut retrouver donc ce type d'informations. Mais là, pareil, il faut savoir, le nom c'est une chose, mais où chercher là-dedans, car il n'y a toujours pas de nom indexé nominativement en fin. Ben voilà, 3 annuaires de 34, de 50 et de 55 d'une association, ce que je vous appelais le légumier tout à l'heure, et qui, sous des formes différentes, ont perduré, et encore perduré jusque dans les années 2000. À partir de l'année 2000, vu la mutation profonde de la maison, l'association n'a pas été capable d'éditer tous les ans un annuaire de ce type-là. Donc elle a été close, parce que c'était impossible à réaliser à notre niveau. Eh bien, vous avez un autre exemple, c'est l'annuaire des chefs de district du PO. Ça, c'est un exemplaire de 1933. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Alors, on ne tient pas à les conserver, mais de savoir ce qu'il y a dedans, c'est de les numériser et d'après de les indexer pour les mettre donc, dans des bases de données. Ben voilà, un bulletin donc, de l'association amicale pour les chemins de fer de l'État. Donc il y a eu plusieurs évolutions dans la raison de l'association, mais toujours dedans des informations concernant le personnel, les mutations, les décès et les démissions. Et ça, il faut dépouiller chaque numéro les uns derrière les autres. Association, au chemin de fer, beaucoup d'associations. Vous avez là des exemples. Des associations fraternelles qui existent toujours et qu'on retrouve actuellement sous un autre type, mais c'est toujours pareil, avec la mutuelle Livry et la fraternelle, et qui a donné la MIF. Et puis là, vous avez également un annuaire général de 1914 de l'association de fraternité et employés, etc. Avec, évidemment, des remises de médailles, et à ce moment-là, vous aviez un diplôme d'honneur qui vous est présenté ici sur le document. Un annuaire
de l'Union catholique du personnel du chemin de fer. Alors, si vous avez encore par devers vous ou dans vos familles ce genre de documents, n'hésitez pas, nous sommes preneurs. L'Union catholique du personnel du chemin de fer qui existe encore aussi. Parce que ils ont déménagé X fois et ils n'ont plus du tout ce type de document. Les fraternelles, les amicales, les anciens élèves, par exemple, ont aussi existé. Ces cheminots, notamment les cadres, mais pas que, ont été formés et les écoles auxquelles ils appartenaient ont été des annuaires. Oui. Eh bien, ce n'est pas les écoles qui éditent les annuaires, c'est les associations d'anciens élèves. Et donc, on va commencer par la plus prestigieuse que nous avons, c'est Polytechnique, où on a un certain nombre d'annuaires de Polytechnique, et ainsi que les dossiers d'entrée des polytechniciens, grâce à la base des anciennes Polytechniques qui est à la bibliothèque donc, de Polytechnique et directement accessible en ligne. Vous avez la même chose pour l'école des ponts et chaussées. Vous avez l'équivalent pour l'école centrale des arts et manufactures, ce qu'on appelle l'école centrale, le surnom étant Piston. L'école des mines de Paris et de Saint-Étienne. On a les arts et métiers, qui est un autre corps très puissant dans la maison, et avec des annuaires. Et il y a eu quelques soucis au niveau des anciens élèves des arts et métiers, où lors d'une reconfiguration à Cluny, il y a eu des erreurs dans la conservation donc, de ces annuaires. Nous avons aussi le STP, l'école spéciale de travaux publics, qui permettait aux cheminots d'avoir une année dans cette école sous contrat avec les compagnies. Ce sont des gens qui étaient prélevés donc, dans le personnel d'exécution pour en faire des maîtrises et espérer de les transformer en cadres. Nous avons l'école Breguet, qui est actuellement le SIE. On a des écoles de commerce, les lycées et collèges. Tout ça, ça fait de la masse à traiter et avec des exemples. Alors, des exemples à Polytechnique, avec ce document qui est un annuaire et une fiche d'entrée. Vous avez également des annuaires pour les anciens élèves de l'école centrale. Et on a trouvé récemment 2 annuaires donc, de HEC, dans lesquels nous retrouvons en particulier HEC, des agents qui se trouvent dans les services financiers et commerciaux des grandes compagnies et dans la direction du personnel. Au niveau donc des arts et métiers, des annuaires régionaux, enfin des annuaires annuels, pardon, et avec des extraits particuliers pour les cheminots. Donc là vous avez un exemple donc, de l'annuaire 1935 des Gazards des chemins de fer. Donc ça, ces documents sont régulièrement exploités pour faire une base particulière pour l'ENSAM. Je vous parlais de l'ETP et le STP, là c'est pareil. Eh bien, on avait des sections particulières au niveau de l'ETP en formation pour former les futurs cadres des chemins de fer. Et donc là, pareil, des informations qu'il faut traiter. Nous avons la Société des ingénieurs civils, pareil, ou dans lequel vous pouvez extraire donc, des cadres des chemins de fer. École Breguet, et alors là, Houille Blanche de Grenoble, très important, parce que cette école qui est l'électrotechnique de Grenoble a fourni l'ensemble des cadres et maîtrises pour la construction des barrages en Pyrénées pour les compagnies du Midi, du transport de l'électricité et pour l'électrification donc, de la ligne du Midi, et ainsi que de la Savoie. Également, on les retrouve dans les usines de Tarbes pour la construction des machines électriques. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont dedans. Il y a également quelques représentants d'une école de Toulouse et de l'université de Nancy. C'est les 3 écoles qui ont fourni les cadres pour faire l'électrification du chemin de fer. Qui dit grande école dit préparation. Et donc, dans ces écoles préparatoires, nous avons 2 écoles célèbres, qui sont Sainte-Barbe, qui se trouvait donc sur la montagne Sainte-Geneviève, et le collège Stanislas. Et donc là, on retrouve, dans les associations amicales des anciens élèves, des cheminots qui sont passés par ces écoles-là et qui ont après intégré
une grande école avant de rentrer au chemin de fer. On recherche également, très en vogue après la guerre de 14, toutes les associations amicales qui se trouvaient dans les lycées. Donc là, vous allez avoir une présentation donc, du lycée Jérôme à Vesoul, à Roanne, on va avoir à Belfort, à Douai. Alors n'hésitez pas, si vous avez ce genre de documents, nous sommes preneurs. Et là, vous avez par exemple le lycée de Lyon et l'école de Vaucanson, où lors d'un conseil d'administration, je parle de cette école parce que je venais d'avoir le bulletin, et parmi nous, on avait un ancien de l'école Vaucanson. Ah ben, il a été chargé automatiquement de nous faire un petit article sur son école et sur le devenir des étudiants et lycéens qui sont passés par cette école de Vaucanson à Grenoble. Autre association, et celle-là elle parle, c'est Association des officiers et anciens officiers des services militaires des chemins de fer. Il n'y a pas que des cheminots, mais il y a de quoi faire. Alors c'est pareil, nous sommes preneurs de tout ce qui est information concernant ces annuaires très divers et variés. Nous parlions tout à l'heure de la diversité des sources dans lesquelles on peut piocher, des sources auxquelles on ne pensait pas forcément, notamment avec les journaux. Il y a aussi une autre source à laquelle on ne pense pas de prime abord, ce sont les accidents. Les chemins de fer ont connu quelques grands accidents devenus célèbres, mais au quotidien, il y a eu de petits accidents, notamment de personnes qui peuvent avoir laissé des traces. Oui, alors, pour ce qui concerne les accidents, depuis le début des chemins de fer, il y a eu des accidents mémoraux. Et ces accidents ont laissé des traces. Il y a eu des traces et il y a eu des disparitions. Donc on retrouve ces traces essentiellement dans la presse nationale, presse locale, les rapports gouvernementaux ou des députés, etc., on a beaucoup de mal à retrouver. On a des photos. Faire toujours attention, ce sont des rapports qui sont non nominatifs, ils sont factuels, ils disent ce qui s'est passé, très rarement ce qui s'est passé avant l'accident, parce que le journaliste qui le fait ne le savait pas. Et puis, quand il y a des noms, il faut les prendre avec beaucoup de précaution, parce que vous avez des gens qui sont déclarés morts et qui n'ont été que blessés, ou l'inverse, et avec beaucoup de fautes d'orthographe dans les noms. À l'oreille, c'est la même chose, mais la réalité en est tout autre. Et dedans, il est toujours difficile de faire la différence entre des cheminots avec un accident du travail ou des voyageurs avec un accident dû à la cause transportée. Pour cela, on a des bases d'accidentologie à la SNCF qui ont été créées mais très récemment et qui ne sont pas accessibles. Et on a, nous, Cercle Généalogie des cheminots, créé une base des accidents historiques, c'est-à-dire des accidents qui ont eu lieu avant 1951. Pourquoi cette date ? Parce que le Sénat a demandé à la SNCF de faire des études à partir de 1952, c'est-à-dire à l'époque où la majorité des trains n'étaient plus à vapeur. Ça évitait également de se replonger dans tous les accidents et tous les attentats qu'il y a pu y avoir pendant la guerre de 39-45. Parce que là, on n'était pas sûr d'avoir la complétude du dossier. Et donc, on reconstitue, nous, des bases à partir des éléments épars que nous pouvons avoir. Donc, il faut être patient, il faut... Toujours, comme toujours, c'est du travail de fourmi. Mais quand on arrive à avoir des renseignements sur un accident, on l'a rarement sur les agents ou les clients qui ont été blessés ou tués. On a également des dossiers épars de la direction J qui se trouve au Mans. Mais il faut vous dire également, c'est que les dossiers d'accidents de chemin de fer se retrouvent normalement dans les familles, parce que le chemin de fer pilonne systématiquement les accidents au bout de 30 ans. C'est la garantie trentenaire, et au bout de 30 ans, on pilonne. Vous venez d'évoquer ce fichier que vous avez créé avec votre association sur les accidents ferroviaires.
Et pour conclure cette conférence, pourriez-vous nous parler plus en détail du cercle généalogique des cheminots, de ses actions, de comment le contacter, pourquoi le contacter, nous en dire un peu plus sur cette association? Le cercle généalogique des cheminots est un cercle généalogique comme tout autre. Donc on fait de la formation de moins en moins sur la recherche des naissances, des mariages et des décès. Et on est plus, nous, focalisés sur la chair que l'on va mettre autour du squelette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc le problème, c'est d'avoir le maximum d'informations sur la vie des cheminots. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces administratives dans tous les domaines. Donc pour cela, on a constitué un fichier, le fichier des anciennes compagnies. C'est un fichier actuellement qui est fort de plus de 600 000 fiches de lecture. Ces fiches sont partielles, il faut systématiquement les regrouper. Nous n'avons pas de dossier constitué pour un nom donné. Je prends l'exemple des dossiers, des fiches Jean Dupont ou Jean Bernard, puisque Bernard est encore plus courant que Dupont. Il y en a plusieurs, mais est-ce que c'est le même? Avant de dire que sur les 30 fiches qui correspondent à un Jean Bernard, quels sont ceux, il faut quand même se réfléchir un petit peu sur là où il a travaillé, son métier, etc. Et les périodes. Donc je ne peux pas, moi, assurer que le Jean Bernard que j'ai à Nancy soit le même que le Jean Bernard que j'ai à Saint-Nicolas de Nancy. Il y a forte chance, mais à Nantes, c'est pas le même. Il y en a un qui est chef de gare et l'autre qui est homme d'équipe. Bon, c'est pas... Donc il faut essayer un petit peu de trousser. On a un fichier sur la mémoire des cheminots, c'est-à-dire tout ce qui est plaque commémorative et tout ce qui est documents administratifs concernant les cheminots morts pour la France, que ce soit de 14-18. On a quelques-uns de 70, 70-71, mais ils sont quand même pas très nombreux. 14-18, j'avais prévu, notre président, que le 11 novembre 2018, je pourrais lui fournir le nombre de cheminots morts pour la guerre 14-18. Eh ben, j'ai ravalé mon billet et nous sommes toujours en train de travailler et on en trouve toujours. Parce que vous avez d'une part les cheminots militaires, des cheminots qui ont été engagés en militaire, en tant que militaire tel que tout le monde peut le concevoir. Puis vous avez les cheminots qui ont été engagés dans les sections de chemin de fer de campagne, c'est-à-dire cette organisation due au 5e génie sur le transport des soldats, l'entretien du matériel ferroviaire militaire, l'entretien des ponts, l'entretien des voies militaires, mais également le dynamitage des ponts, la reconstruction des ponts, le redynamitage des ponts qui venaient d'être construits, etc. Il y a des ponts qui ont été dynamités par les mêmes pendant 3 fois. Bon, ils comptent pas. Mais vous avez également sur toute la partie nord-est, et ça c'est moins connu, c'est un ensemble d'agents qui ont été fusillés par les Allemands. Fusillés pour refus d'obéissance. Je prends l'exemple de gardes-barrières, qui ont refusé d'ouvrir les barrières aux armées parce que eux, ils avaient un train qui passait. Refus d'obéissance, fusillé. L'arrivée dans les villages ou dans les villes, on prenait le maire, on prenait le curé, le chef de gare, le chef de poste et le médecin, on les fusillait. C'est-à-dire qu'on décapitait les têtes pensantes de ces villages. Vous avez tous les cheminots qui ont été emmenés en Allemagne, en particulier je pense aux gens de Tergnier, pour... c'était déjà de la déportation. Ils ont été envoyés entre autres à Minden. Minden, c'est un centre ferroviaire de construction chemin de terre, connu par son célèbre bogie, le bogie Minden. Donc, et on voit encore des wagons qui roulent avec ce type de bogie. Donc ça, c'est une chose. Et après, c'est toutes les informations qu'on peut glaner de droite et gauche, en particulier dans la presse locale, en particulier auprès des autorités militaires, en particulier auprès du CICR à Genève. Alors, le CICR à Genève, c'est très bien, mais il faut connaître le nom de la personne et puis après naviguer dans leurs fiches. Et ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Donc on a créé ce mémorial 39-45
dans lequel on a peut-être à peu près 45 000 fiches de lecture actuellement. Ça représente quand même un certain volume de travail. On a créé donc cette mission 14-19 à cause des gens du Midi dans la 7e section de chemin de fer de campagne. Et on vient de créer, à la demande de la Fédération française de généalogie, la mission 70-71 pour retrouver non pas les soldats, pour nous, mais les civils morts en 70. Ça, on n'en parle pas. Or, un certain nombre de civils, alors là, c'était pas les Prussiens de l'époque, c'était les Uhlans. Pareil, même méthode, où on fusillait les gens à l'arrivée, donc le chef de gare, le chef de... le curé, etc., à l'arrivée donc des troupes du Kaiser. Et puis, nous avons un fichier historique des accidents ferroviaires qui est toujours en évolution, puisque on gratte les informations en fonction des données qui rentrent dans la maison. Et vous avez là une fiche de présentation de renseignements qui permet d'établir un relevé et qui est remis après dans une base de données pour être extraite après. Et donc ce fichier général des cheminots correspond à 25 bases administratives différentes, pour lesquelles on a un moteur de recherche qui va chercher les informations. Je vous prends l'exemple, vous allez sur Mémoire des hommes, vous avez la même chose, c'est-à-dire qu'eux non plus n'ont pas réussi à comprimer leur base pour dire c'est le bon. Non, on ne sait pas si c'est le bon. On sait qu'on a repris une information à tel endroit, mais est-ce que c'est le bon ou pas? On a des sépultures, les informations ne sont pas cohérentes avec d'autres choses. Parce que le prénom n'est pas forcément le même, la date de naissance, il y a d'erreur sur la date de naissance ou le lieu de décès, etc. Il y a grande chance que ce soit le même, mais moi je ne peux pas l'assurer. Et donc pour noter ces bases, eh ben, on a fait un grand fichier des plaques commémoratives. J'en ai parlé un peu récemment, donc de 1200 plaques avec des noms dessus et dans lesquelles on essaye systématiquement de mettre des informations derrière. Eh bien, ça ne se fait pas tout à fait aussi facilement qu'on peut le penser. Et il y en a qui résistent. Et ce ne sont pas que des résistants. Résistants, on en parle. Eh bien, donc, avec Thomas Fontaine, on a fait un document, je peux dire assez exceptionnel, le mémorial des cheminots victimes de la répression. C'est un peu plus de 2000 cheminots qui ont été déportés, morts en déportation, ou fusillés, ou exécutés. Avec des termes définition qui permettent d'établir ce document. Et puis je vois que parmi nous, on avait dans notre comité une personne, Laurent Thierry, qui a fait la même chose, lui, pour les déportés donc, de France à Mittelbau-Dora, avec une part de nos activités, de nos sources SNCF que nous avons au Mans et au service du cercle généalogique des cheminots. Et merci donc aux Archives nationales d'avoir organisé cette réunion, donc le 23 septembre, et que nous avons eu le déplaisir de déporter, entre guillemets, à Paris, pour cause de Covid. Eh bien, merci pour cette intervention.